Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Camille Flammarion et son exploration de la mort, de l'âme, à travers son livre La mort et son mystère. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de voir comment il a tenté de comprendre si une partie de nous survit après la mort. Mais attention, pas juste par la foi, hein. Non, non, justement, son approche se voulait Ouais, scientifique, basée sur des faits observables. c'est ça. Et il était poussé, on va le voir, par des lettres assez poignantes qu'il recevait. Absolument. Flammarion, il voulait vraiment s'attaquer à cette question fondamentale, cette angose de la mort, mais avec les outils de la science. Il disait un peu stop la métaphysique pure. Il fallait du solide, quoi. Voilà. Une méthode rigoureuse pour essayer de répondre à la grande question être ou ne pas être après. Et il trouvait ça urgent. Il disait que c'était fou qu'on néglige à ce point ce sujet. Pour lui, les belles théories, bon, ça suffisait plus. Non. Son mot d'ordre, c'était presque un cri. Des faits, des faits. Et il voulait du concret. Et sa motivation, elle était profondément humaine, en fait. Il faut imaginer, il recevait des centaines de lettres déchirantes. Ah oui. Oui, par exemple, une mère qui avait perdu son fils unique de 33 ans après des souffrances terribles. Ou un certain R. Primo, complètement anéanti par la mort de sa fille de 16 ans. Terrible. Et tous ces gens, ils cherchaient désespérément une preuve, même infime, que l'être aimé existait encore quelque part. Du coup, Flammarion s'est senti investi, en quelque sorte. Il s'est dit qu'il devait chercher. Voilà, chercher humblement des éléments de réponse. Dans les faits, Et pour faire ça, il a d'abord dû un peu contester l'idée dominante de son époque, non? Le matérialisme? exactement. L'idée que la pensée, c'est juste une sécrétion du cerveau, comme la bile pour le foie, une image de Taine, ça lui semblait réducteur. Trop simple. Oui, pour lui, il y avait clairement une distinction entre l'esprit et la matière. Il donnait des exemples pour ça? Tout à fait. Par exemple, l'aphasie. Vous savez, quand quelqu'un perd l'usage de la parole. Parfois, on sent que le souvenir est là, intact, mais le cerveau, lui, abîmé, n'arrive plus à le sortir. Je vois. Et pour Flammarion, ça suggérait que le cerveau, c'est l'outil pour rappeler le souvenir, mais pas forcément l'endroit où il est conservé. C'est une nuance importante, non? Ah oui, c'est subtil mais crucial. Et il parlait aussi des personnes âgées, c'est ça? Oui, des grands esprits comme Victor Hugo ou le chimiste Chevreul. Ils restaient incroyablement vifs, lucides jusqu'à des âges très avancés. Alors que le corps, lui, fatigué. Voilà, comme si l'esprit avait sa propre résistance, sa propre vie, indépendante de l'usure physique. D'accord, donc fort de ces observations, il s'est mis à chercher d'autres types de faits. Exactement. Il a commencé à compiler une masse de témoignages sur ce qu'il appelait les facultés inconnues de l'âme, des capacités qui semblaient dépasser nos cinq sens habituels. Comme quoi, par exemple? D'abord, il y a la télépathie, ces transmissions de pensées ou de sensations à distance. Ah oui, les fameuses. Oui, il rapporte cette histoire assez incroyable d'une mère qui a une vision très très nette de l'accident de son fils au moment précis où ça arrive, mais à des kilomètres. C'est fou, ça. Ou le cas de cette Madame Russell qui aurait réussi, par un effort de volonté, à apparaître à sa sœur qui était en Allemagne. Et la famille sur place a confirmé l'apparition. Ah, quand même. Difficile à expliquer rationnellement, ça. Disons que ça sort du cadre habituel. Et puis, il y a ce qu'il nomme la vue sans les yeux, la clairvoyance. Voir sans regarder. En quelque sorte, le cas du somnambule Alexis est célèbre. Il lisait des lettres dans des enveloppes cachetées, il devinait des cartes, les yeux bandés. Et ça, contrôlé par des gens sérieux. Oui, y compris par des sceptiques, comme le magicien Robert Houdin ou Delage, qui ont été assez troublés par ce qu'ils ont vu. Et il y avait d'autres cas. Oui, il cite aussi une patiente qui décrit très précisément au docteur Coberlet son propre kyste interne. Une information qu'elle n'était pas censée pouvoir connaître, bien sûr. Impressionnant. Et il parlait aussi du futur. Oui, le troisième grand domaine, c'est la vue de l'avenir, les prémonitions ou même le sentiment de déjà-vu. Ah, le déjà-vu. Il rapporte le rêve très détaillé d'un abbé, l'abbé Garnier, qui voit une scène en Italie et 3 ans plus tard, il vit exactement, mais exactement la même scène. Incroyable. Ou encore cette histoire d'un étudiant qui prédit les résultats exacts de l'élection de Casimir Perrier, avant même le vote. Bon, face à tous ces phénomènes étranges, on peut dire, quelle était sa position, finalement? Sa position était assez simple et directe. Il disait, même si ça nous paraît bizarre, voire impossible, on doit étudier ces faits, scientifiquement, sans idée préconçue, ne pas rejeter d'emblée. Voilà. Pour lui, tous ces témoignages,
Ces observations, c'était des indices sérieux de l'existence en nous d'un élément psychique. Quelque chose d'immatériel, capable d'agir indépendamment du corps physique et de ses limites sensorielles. Il faut dire qu'il était astronome, à la base. Exactement. Et en tant qu'astronome, il avait l'habitude de défier les évidences. Pensez à l'idée que la Terre était immobile. Il a fallu des preuves, de l'observation, pour changer ça. Donc il appliquait la même logique au psychisme. C'est ça, il plaidait pour une méthode expérimentale, rigoureuse, même si ça devait bousculer la physiologie classique de son temps. Il considérait le scepticisme systématique de certains scientifiques comme une nouvelle forme d'obscurantisme, en fait. C'était audacieux pour l'époque quand même. Très audacieux. Et ça nous laisse un peu songeur aujourd'hui, non? Parce que voilà, plus de 100 ans, Flammarion utilisait ses anecdotes, ses observations pour argumenter, pour une réalité psychique séparée de la matière. Mm. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait ou croit savoir, grâce aux neurosciences, à la physique quantique peut-être, aux études sur la conscience, comment est-ce que ces questions et même ces preuves résonnent? C'est une excellente question. Qu'est-ce que la science moderne pourrait bien répondre ou objecter finalement à cette quête passionnée qu'il avait entreprise sur la nature profonde de l'âme humaine? Ça ouvre des perspectives, hein? Assurément. Le débat est loin d'être